Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce lab consacré à un vaste sujet, l'usage des eaux non conventionnelles. Alors, face au changement climatique, la ressource en eau est de plus en plus sous pression, évidemment. Au-delà des nécessaires économies d'eau et des modèles de sobriété hydrique à mettre en œuvre, de nombreux nouveaux usages émergent. Alors, d'autres pays ont déjà développé l'usage des eaux non conventionnelles pour éviter de gaspiller une eau propre et potable pour des utilisations qui ne l'exigent pas. Alors nous allons aborder la question de cet usage avec nos trois intervenants. Nous avons déjà Anne Ducrest. Je vais vous demander de préciser votre fonction. Oui, bonjour. Je suis présidente de la commission scientifique et technique de la FP2E, la Fédération des entreprises de l'eau, qui regroupe les exploitants de services d'eau potable, qui desservent en gros 60% de la population française en eau potable et un Français sur deux en assainissement. Voilà, et ça représente 28 000 collaborateurs en France. D'accord. Franco Novelli, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bien sûr, Franco Novelli de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, donc la FNCCR, qui est une fédération des collectivités publiques dans les domaines de l'énergie, l'eau, les déchets, le numérique. Donc nos adhérents sont des maîtres d'ouvrage des services publics d'eau et d'assainissement. Et Anne Madzierski ? Oui, donc Anne Balzerski, je suis responsable du service autorité organisatrice de l'eau à la métropole de Montpellier. Je suis également vice-présidente de l'association des ingénieurs territoriaux de France en charge du changement et des transformations écologiques et environnementales. Voilà. L'AITF, c'est 3500 adhérents à peu près dans les collectivités de France et d'outre-mer. D'accord. Alors nous allons commencer par parler de l'intégration des usages de ces types d'eau afin qu'ils répondent aux enjeux de préservation de la ressource tout en minimisant les risques. Ils sont nombreux, sanitaires, environnementaux, opérationnels, financiers. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle les eaux non conventionnelles ? On peut déjà préciser ça à Anne Ducrest et puis après vous pourrez poursuivre sur voilà, comment intégrer l'usage de ces types d'eau. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que face à la baisse de la ressource pressentie, on sait que, par exemple, dans les rivières, les débits vont baisser de 40% sur les prochaines années. On est amené à aller chercher d'autres types d'eau. Les eaux non conventionnelles, ce sont les eaux qui ne servent pas habituellement à fabriquer de l'eau potable. Ça regroupe la réutilisation des eaux usées, c'est-à-dire les eaux usées en sortie de station d'épuration qu'on va pouvoir traiter pour un nouvel usage, pour donner une deuxième vie à cette eau. Mais il y a aussi tout ce qu'on appelle les eaux impropres à la consommation humaine, qu'on va aller chercher. Par exemple, ça peut être l'eau pluviale, ça peut être l'eau des piscines, ça peut être des eaux grises à l'intérieur des bâtiments, toute autre source d'eau, mais qui ne sont pas des sources habituelles pour fabriquer de l'eau potable. D'accord, donc c'est très vaste en fait. Alors comment intégrer l'usage des eaux non conventionnelles ? Parce que sachant que vraiment on est face à un type d'eau très, très varié. Alors la première chose, c'est qu'il y a déjà le pourquoi et comment on va le faire. On va d'abord, évidemment, il y a des étapes essentielles de passer par de la sobriété et par de la maîtrise des rendements de réseau pour aller chercher après d'autres ressources. Comment le faire ? D'abord, il n'y a pas une solution miracle. L'important, c'est de trouver la bonne solution adaptée au contexte, la bonne solution pour le bon usage, au bon endroit, dans le contexte des enjeux de santé, de pouvoir d'achat et d'environnement. Donc, adapté au territoire aussi ? Adapté au territoire. Tout n'est pas adapté partout. Par exemple, le territoire littoral va être très adapté pour aller réutiliser les eaux usées des stations d'épuration avant de les renvoyer à la mer. Voilà. Et donc, sur ce contexte-là, on a un cadre réglementaire qui nous ouvre beaucoup de portes récemment dans le cadre du plan eau. Et donc, c'est une bonne chose. Mais on a vraiment un sujet de prudence et d'utilisation au bon niveau de ces eaux non conventionnelles pour arriver à des bonnes solutions. D'accord. Monsieur Novelli, comment intégrer l'usage de ces types d'eau en minimisant les risques ? Bon, déjà, la réglementation prévoit pas mal des choses, parce qu'on part d'une situation, il faut peut-être le rappeler un petit peu, où on avait recours quasi exclusivement à l'eau potable pour tous les usages, parce que crainte, risque sanitaire,
et puis parce qu'elle était abondante. Donc là, c'est le dérèglement climatique qui nous pousse dans cette direction de rationaliser la ressource, surtout en période de sécheresse, quand elle est, quand c'est critique. Et à chaque fois, donc, on va dire, cet allègement ou cette ouverture à la réutilisation des eaux, aux eaux non conventionnelles, associe une qualité d'eau, un type d'eau, avec un usage et un lieu. Donc il y a des types d'eau qui peuvent être utilisés à certains fins. Dans certains lieux, par exemple, dans les hôpitaux, vous n'allez pas pouvoir le faire, ou dans les écoles maternelles, il y a des endroits, des laboratoires, par exemple. Non, tout n'est pas permis. Donc, parce qu'il y a un certain nombre de risques qui ont été appréciés. Et donc, à cette association type d'eau, usage, lieu d'utilisation, il y a aussi des critères de qualité qui viennent se rajouter. Donc, ce qui est important, c'est pour les maîtres d'ouvrage de ces bâtiments ou ceux qui gèrent les eaux aussi, les collectivités, c'est de pouvoir identifier où sont les enjeux, en fait. Selon le territoire, la réponse n'est pas la même. Je peux prendre l'exemple d'un stade où l'on arrose la pelouse avec de l'eau potable, alors qu'on a des ombrières et on a tout ce qu'il faut pour. Alors là, on est dans le cas le plus évident. Voilà. Donc, par où commencer? C'est ce genre d'exemple, en fait, les usages qui sont les plus évidents et qui permettent de garantir qu'on aura assez d'eau, en fait, pendant les périodes qui sont difficiles, notamment les étiages. Et quel est le rôle de votre fédération dans ce cadre-là? D'accompagner les collectivités. Avec de l'ingénierie, de l'expertise comprendre la réglementation et puis attirer l'attention sur les enjeux. Parce que ce n'est pas parce qu'on réutilise ces eaux-là qu'on fabrique une nouvelle ressource. La ressource est toujours la même. Et donc, ce n'est pas, on aura l'eau potable. Ça n'est pas une ressource nouvelle. Non, pas du tout. Et c'est ça le risque. Ouais. Donc, qu'on puisse développer de l'infrastructure, parce que c'est des infrastructures qu'il faut développer. Donc, des infrastructures qui demandent des investissements, de la maintenance, du personnel pour s'en occuper et les exploiter. Donc, quand on avait l'eau potable, on ouvrait le robinet et tout va bien. Mais un réseau qui contient des eaux non conventionnelles ne s'exploite pas pareil. Donc, c'est pas la même chose. Et intégrer l'utilisation de ces eaux-là est un défi au niveau local, au niveau de chaque nouvelle installation. Donc, c'est ça qu'il faut faire mûrir et faire émerger petit à petit au niveau de chaque territoire. Et là justement, Anne Maziarski, vous représentez là, à ce titre-là, justement, la métropole de Montpellier. C'est la métropole? C'est ça, oui, c'est ça. Métropole, et aussi vous êtes membre de l'AITF, donc l'association des ingénieurs en chef territoriaux de France. Donc quels sont les enjeux aussi, par exemple au niveau local pour une métropole telle que la vôtre, sur ces usages? L'enjeu majeur, ça va être de se préparer, ça va être d'anticiper. Mon collègue le disait à l'instant, en fait, on n'aborde pas la question de la réutilisation des eaux usées traitées comme une eau non conventionnelle standard. Il faut savoir ce que l'on a envie de faire avec, parce que ce que l'on a envie de faire va nous déterminer le niveau de traitement qu'on va mettre en place. Donc, par exemple, je donnais des exemples concrets, si vous voulez. Nous, on mène une expérimentation actuellement sur notre territoire, donc le territoire de Montpellier et une trentaine de communes autour de Montpellier, donc avec une entrée littorale. Une station d'épuration donc, qui est connectée en rejet final dans la mer. Donc un gros enjeu effectivement de récupérer, comme le disait Anne tout à l'heure, de récupérer pour les communes littorales, pour les collectivités littorales, de récupérer ou de réutiliser ces eaux au lieu de les saler. Parce qu'une eau qui est salée est perdue. Elle n'est pas perdue à jamais, elle reviendra sous forme de pluie, mais elle est quand même perdue. Et c'est dommage de se priver de cette ressource-là. Donc des territoires en jeu. Et donc se poser la question de, bon, je veux faire de l'eau usée traitée une ressource, mais qu'est-ce que je veux faire avec? Est-ce que je veux faire de la défense incendie? Est-ce que je veux faire de l'arrosage? Est-ce que je veux faire de l'agroécologie ou de l'agronomie? Donc la question de l'usage, elle est même essentielle. Le projet va commencer déjà par savoir ce qu'on a envie de faire avec cette eau.
Ça, c'est un questionnement que la collectivité doit se poser, mais aussi en lien avec d'autres acteurs du territoire. Tout à fait. En fait, la collectivité ne peut pas partir seule sur un projet comme cela. Là, actuellement, nous menons des ateliers donc pour construire un plan de réutilisation des eaux usées traitées et qui vise effectivement à consulter largement les acteurs, donc les collectivités du territoire, mais pas seulement. C'est aussi consulter les agriculteurs pour savoir est-ce qu'ils sont prêts à utiliser cette eau si on leur met à disposition. C'est aussi engager les conversations et les discussions avec les fédérations d'hydrocurage, les sociétés en fait, qui interviennent pour nous dans les réseaux, parce que s'ils sont intéressés, bien, on va pouvoir fournir une eau de moindre qualité. C'est celle qui coûte le moins cher à fournir, puisque c'est celle qui est la moins nettoyée, si on peut dire. Donc voilà, donc en fait véritablement pour le territoire se préparer, c'est se poser les questions, c'est mettre en place un plan pour se dire, bien moi sur mon territoire, l'enjeu majeur ça va être la défense incendie par exemple, et donc la défense incendie, est-ce que je vais utiliser l'eau usée traitée qui sort des stations d'épuration du territoire, est-ce que je vais pouvoir utiliser les eaux des piscines, est-ce que je vais pouvoir utiliser une autre ressource. Donc, et en fait c'est ça qui va permettre après pour nous de dimensionner les réseaux, de dimensionner les équipements. Donc c'est vraiment cette question-là et qu'on essaye d'accompagner nos collectivités vraiment sur ça. C'est démarrer le projet en se posant les bonnes questions. D'accord. Oui, on en est en fait au tout début, parce que moi j'avais une question sur les aménagements, les travaux sur les infrastructures et les réseaux d'eau, mais on n'en est vraiment pas encore là, à vrai dire. Enfin, c'était ma question, mais finalement, est-ce que cette question, elle se pose déjà ? Je la reformule. Alors, on est obligé de se la poser déjà dès les premiers projets. Il y a par exemple un sujet qui est extrêmement important pour la protection sanitaire, la protection contre les retours d'eau dans le réseau d'eau potable, bien déconnecter l'usage des eaux non conventionnelles de l'usage en réseau d'eau potable pour éviter une contamination par un retour d'eau. Mais vous avez d'autres sujets. À partir du moment où vous développez la consommation d'eau non conventionnelle sur un territoire, pour le service d'eau potable, vous pouvez avoir une variabilité des consommations plus importante. Alors, la baisse, elle est souhaitable, je l'ai dit, dans les enjeux de sobriété. Mais si vous avez une variabilité qui peut être aussi liée au temps qu'il fait, etc., vous pouvez avoir aussi un risque au niveau du surdimensionnement du réseau. Si votre consommation baisse fortement, sachant qu'en plus, votre réseau est plutôt dimensionné pour la défense incendie. Et là, je vais vous parler de problématiques d'exploitants. Mais derrière, quand votre réseau ne consomme pas assez, vous pouvez avoir des problèmes de temps de séjour de l'eau dans le réseau et donc de maîtrise de la qualité de l'eau. Donc vous voyez qu'il faut quand même bien anticiper et bien travailler le sujet. Et puis, vous avez aussi des sujets de risque quand on a ce type d'usage, d'impact environnemental, de rejet dans les réseaux d'assainissement. Et puis, dernier point, quand même, qui est important, c'est l'impact économique. Parce que quand vous développez d'autres types d'eau, vous baissez la consommation d'eau potable, et à nouveau, c'est bien. Mais comme la facturation du service d'assainissement est liée à la consommation d'eau potable, vous baissez l'assiette de facturation, mais comme vous utilisez une autre eau qui va partir dans le réseau d'assainissement, vous augmentez la charge du réseau d'assainissement. Donc il faut quand même regarder l'ensemble. Et donc il y a quand même des sujets d'équilibre économique des services qu'il faut pouvoir travailler. Je ne dis pas du tout que c'est pas un problème, c'est juste qu'il faut poser le sujet et le travailler de façon étroite en utilisant des solutions. Et nos entreprises ont aussi pas mal de solutions à proposer qui peuvent être amenées aussi par des tarifications différentes, par des capteurs qu'on peut mettre en place pour surveiller par exemple la qualité de l'eau en réseau, repérer les problèmes, etc. Donc vous voyez qu'on a beaucoup de solutions. Ce qui est important, c'est de travailler, comme l'a dit madame, en forte concertation, de travailler étape par étape, de maîtriser les risques ensemble et puis de poser les innovations les unes après les autres tout en s'adaptant bien au territoire. Voilà. Au titre de la Fédération des entreprises de l'eau, vous travaillez déjà en lien avec des collectivités Absolument. Vous en êtes tous sur ces questions chacune de nos entreprises met en place des solutions de réutilisation des eaux usées principalement. C'est la solution qui est beaucoup travaillée, mais aussi d'autres solutions d'utilisation d'eau non conventionnelle. Nous avons pas mal d'exemples un peu partout en France. Franco Novelli, sur justement la question de est-ce qu'il faut déjà envisager des aménagements et si oui, lesquels ? Est-ce que les infrastructures sont prêtes et pour quel coût ? Oui, de fait, non, elles ne sont pas prêtes. Et puis, l'idée, c'est de se questionner à chaque fois qu'on mène un projet
de reconstruction d'une installation de la collectivité, mais aussi à l'échelle des acteurs privés aussi, un lotissement ou un nouvel immeuble, d'intégrer déjà ces possibilités-là, parce qu'elles sont encadrées réglementairement. Et donc beaucoup de choses ont été dites sur le financement, et c'est vrai, c'est un enjeu pour les services publics d'eau et d'assainissement, parce que le financement passe par le compteur d'eau. Et quand ça ne passe pas par le compteur d'eau, eh ben, il faut aller chercher l'information. Et ces installations qui pourraient émerger à l'intérieur des établissements privés pourraient ne pas être connues des services publics d'eau et d'assainissement, et du coup impacter leur financement. Donc c'est vraiment très important. Un autre exemple d'impact sur les infrastructures, ce sont les réseaux d'assainissement, par exemple, parce que le changement climatique fait qu'on a des épisodes des pluies beaucoup plus intenses. Les réseaux sont amenés à déborder, à être surchargés plus souvent, et des manières en provoquant des dégâts. Et l'enjeu pour nous est les services publics d'assainissement est justement d'éviter que ces surcharges viennent polluer les milieux, qui viennent perturber le traitement des stations d'épuration. Et donc il y a un enjeu de ralentir l'eau de pluie, la ralentir. Cette réglementation, elle aborde le sujet des eaux des pluies. Comment on la ralentit? Justement, en créant des usages pour cette eau des pluies. Alors, par contre, c'est de l'infrastructure supplémentaire, effectivement, c'est l'exploitation, de la maintenance, mais en développant les usages, au fur et à mesure que ces usages se développent, là où c'est pertinent. Ce n'est pas pertinent partout, mais les services d'assainissement peuvent identifier les secteurs où il y a des enjeux, des débordements et du coup des pollutions. Et puis sinon aussi parce qu'on est obligé de poser des tuyaux de plus en plus gros. Et puis ce n'est pas possible. Vous pensez à quels usages? L'eau des pluies, ceux qui sont déjà réglementés, c'est-à-dire les chasses d'eau, le lavage des véhicules, enfin tout type d'usages qui sont prévus dans les arrêtés. J'ai la liste. Domestique et non domestique d'ailleurs. Donc on peut faire beaucoup de choses avec une eau de pluie. Voilà, d'ailleurs, c'est l'une des eaux des qualités, on va dire, les moins chargées. Donc. Oui, après, au tout départ, il faut les récupérer. Au tout départ, il faut les récupérer. Donc eau des pluies, je rappelle, c'est les eaux captées à l'aval des toitures inaccessibles. Ne pas confondre avec les eaux pluviales qui ont déjà ruisselé, pas sur des toitures. D'accord. Anne Medzierski, sur les infrastructures, justement. Alors, dans le cadre du déploiement de la REYOUT, ce que nous, on a décidé de faire sur le territoire, c'est de réaliser des bassins dans nos projets d'amélioration des stations d'épuration, d'ores et déjà. Donc, effectivement, on anticipe parce qu'on sait qu'on va y aller. On ne sait pas encore répondre à toutes les questions, mais on sait qu'on va y aller. Donc, du coup, pour ne pas faire et défaire, et dans nos projets d'aménagement de stations ou de rénovation de stations, on prévoit l'équipement. Donc là, par exemple, sur la très grosse station, on prévoit un bassin très important qui va nous permettre de stocker de l'eau usée traitée. Et là, on est plutôt, nous, sur l'idée, pour l'instant, de ne pas faire de réseau, de ne pas créer un nouveau réseau qui transporterait les eaux usées traitées, mais plutôt de faire un maillage du territoire avec des bassins répartis sur le territoire dans lesquels les entreprises ou nos propres camions pourront aller chercher de l'eau usée traitée. Ça relève aussi la question économique, c'est-à-dire que pour nous aujourd'hui c'est le montage le plus facile rapidement d'avoir un bassin, de le connecter à une borne de paiement classique. Le camion vient, il a un badge, il le prélève, on sait exactement quelle quantité d'eau il a prise. On peut garantir la qualité puisqu'on saura précisément le nombre de jours que l'eau aura passé dans le bassin. Donc on a un suivi qualité qui va être bien meilleur. Donc aujourd'hui, nous, on a pris cette orientation-là, de se dire, on ne pourra peut-être pas faire tout ce qu'on voudrait, mais en tout cas, on prévoit les équipements et on adosse aussitôt une borne. En tout cas, c'est l'orientation qu'on va proposer à nos élus, évidemment, et on maille le territoire. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de tout renvoyer à un emploi, c'est pas de créer des conduites. Et on a un deuxième projet sur le territoire. Donc on a un réseau d'eau brute, nous, qui est alimenté par le Bas-Rhône, par la rivière Rhône, et un canal important qui traverse ce territoire, qui amène de l'eau brute à usage essentiellement agricole
Pour autant, les abonnements vont et viennent. Parfois, on a des agriculteurs qui arrêtent, et donc les abonnements, il n'y a plus personne au bout du réseau. Et donc là, on est en train de faire un travail dans le cadre d'une convention avec la société BRL, qui est l'exploitant régional de ce réseau, pour recycler ces réseaux. Les réseaux dans lesquels il n'y a plus d'eau aujourd'hui, pour voir si nous, on peut faire transiter sur ces réseaux-là, avec des clapets, avec ce qui a été expliqué plus tôt, une eau usée pour l'emmener à des points et mailler notre territoire ainsi. D'accord. Sur l'usage de ces eaux, il y a aussi il y a des questions très, très vastes d'infrastructures, d'aménagement, etc. Il y a une question aussi, je crois, autour de la communication, enfin du changement des usages aussi. Je commence et puis c'est un sujet. Je crois que vous avez un exemple. Oui, c'est un vrai sujet. En vérité, on fait en parallèle de nos programmes de travaux un vrai plan communication aussi. Il faut expliquer, il faut lever les tabous. On en parlait en aparté tout à l'heure, mais il y a encore énormément de tabous sur cette eau usée qui sort des stations d'épuration, les microbes, les maladies, enfin tous ces tabous. Donc il faut en parler, il faut se faire accompagner par des sachants, par des gens qui sauront nous aider à communiquer. Et surtout, de plus en plus, nous, dans les équipes de projet, on demande à ce qu'il y ait un sociologue, c'est-à-dire un expert qui va pouvoir nous aider aussi à expliquer, à déminer des situations et à mener une pédagogie qui est indispensable sur ces eaux-là. D'accord. Anne Ducrest. Oui, je vais compléter. Les Français sont prêts à ce qu'on réutilise les eaux usées des stations d'épuration. Oui. Un des enjeux, ça va être aussi d'accompagner sur les autres eaux non conventionnelles également les consommateurs dans le cadre des services, vraiment être à leur écoute, leur apporter de l'information. On avait évoqué aussi le fait que certains usages doivent être changés et que par conséquent, il y a un sujet d'appropriation culturelle de ces autres types d'eau. Par exemple Par exemple, on a toujours été habitué à avoir de l'eau potable pour tous les usages. Si vous commencez, si vous installez chez vous un usage avec une eau non conventionnelle, par exemple pour vos eaux vannes, c'est bien dit que dans la réglementation, le réseau doit être bien séparé, bien visible. Donc comme c'est chez les personnes, il faut arriver à les accompagner pour faire face à ça et bien comprendre les enjeux qu'il y a derrière. Voilà. Donc des questions d'acceptabilité sur les usages collectifs et des questions de maîtrise des risques sur les usages individuels. D'accord. Franco Novelli, sur cette communication autour de l'usage. Oui, tout à fait. Il y a ça a été dit, l'eau potable a été avec nous partout, sur tous les usages et même des manières. On a pris des mauvaises habitudes, très prescriptives. Maintenant, il faut que, on va dire, la confiance, elle va être gagnée s'il n'y a pas si on voit les bénéfices et qu'on n'a pas des scandales, pas des catastrophes, pas des problèmes sanitaires mis en évidence partout. Et c'est ça le risque, c'est-à-dire qu'on s'installe sur des modes d'exploitation, des gestions pas suivies, pas contrôlées, et qu'on ait des soucis sanitaires ou environnementaux par ailleurs qui viendraient un petit peu décrier ce qui est sous le fond quelque chose de très bien, une rationalisation de l'utilisation de la ressource. Donc ça c'est important, mais effectivement il faut tenir le discours que cette rationalisation est nécessaire dans un contexte de changement climatique où la ressource va devenir, selon les territoires, de plus en plus aléatoire. À Mazierski, les collectivités, elles sont concernées au titre de leurs propres établissements, mais aussi des logements de leurs concitoyens, etc. Quel rôle elles peuvent avoir aussi auprès d'autres acteurs? Est-ce qu'il y a des concertations engagées? Elles le sont déjà, je suppose, mais... Alors, elles le sont, mais peut-être elles vont prendre quand même maintenant un autre engagement, parce que l'enjeu est aussi dans les grandes copropriétés d'imposer aussi maintenant des règles sur l'arrosage. Il y a encore de nombreux projets d'aménagement qui effectivement se branchent sur l'eau potable pour faire de l'arrosage. On ne peut pas interdire complètement l'arrosage, mais l'idée c'est qu'ils puissent utiliser peut-être les eaux grises pour faire de l'arrosage. Donc il y a quand même des initiatives qui démarrent. Le cadre il reste encore un petit peu flou, il n'y a rien d'obligatoire, donc c'est passé sur le volontariat des aménageurs. Donc il n'y a pas de contrainte. Non, il n'y a pas de contrainte aujourd'hui. Les contraintes, elles sont plutôt à l'inverse, c'est-à-dire il y a encore des réticences aussi de ne pas se tromper, que les gens qui posent les réseaux soient
des gens, des sachants et qu'il n'y ait pas de problématique de branchement. Enfin, ça serait vraiment un vrai problème. Donc, il y a encore des choses, mais il y a une vraie volonté quand même des aménageurs, de certains aménageurs, de passer le cap. Ils vont aussi vu l'enjeu économique. L'enjeu économique de recycler les eaux à l'intérieur de la résidence et de ne pas prendre de l'eau potable pour arroser le démarrage des espaces verts de la résidence, c'est un vrai enjeu économique. Donc là, il y a un vrai enjeu. Ça, c'est au niveau des copropriétés, oui. Mais tout ce qui est logement. Alors, et après, sur les particuliers, on se fait accompagner, comme vous savez, les agences de l'énergie. Maintenant, la plupart prennent aussi des missions sur l'eau. Et on essaie, en amont des projets, en fait, de sensibiliser les gens qui ont des permis de construire à la possibilité, puisqu'on est sur quelque chose qui est basé sur le volontariat là aussi, de pouvoir mettre en place des doubles flux, comme on peut faire pour autre chose, pour l'eau. Donc ça, c'est en amont, c'est un travail qui se fait, je dirais, sur l'étape conseil permis de construire, mais c'est pareil, on ne va pas chercher les gens, pour l'instant, on est plutôt sur de l'accompagnement. Nous, on mène un projet sur un quartier, c'est juste un quartier de Montpellier, quartier politique de la ville, donc quartier prioritaire, sur lequel on avait candidaté sur un appel à projet de l'Agence de l'eau au changement climatique. Et l'idée, c'était d'avoir une approche globalisante de l'eau et qui comprend effectivement la sensibilisation des particuliers sur les permis de construire, sur les rénovations également, aux usages de l'eau et à la possibilité de faire de la réutilisation des eaux usées. Alors, des eaux usées, on ne va pas dire traitées puisqu'on est chez les particuliers, mais on est en train de s'équiper aussi pour faire cette sensibilisation. Et je voulais juste rajouter sur l'acceptation sociale, là où nous on sent le plus gros besoin, la plus grosse nécessité de se faire accompagner, c'est quand on va passer le cap de remplir les réservoirs des nettoyeuses de rue, des balayeuses. C'est-à-dire que là on est en contact avec le public, donc on a aussi des conditions réglementaires qui sont assez strictes, puisque aujourd'hui, pour pouvoir faire du nettoiement urbain avec de l'eau usée traitée, il faut qu'il y ait au moins 2 heures avant que la rue soit fréquentée jusqu'à 4 heures du matin. Donc aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il faut revoir les marchés avec les opérateurs quand on en a. Mais il y a cette question de l'acceptation, parce que là, on est sur le domaine public. Là, typiquement là, on a vraiment besoin d'être accompagné par des gens qui vont nous aider à mettre des mots pour être pédagogique, pas faire peur, mais qu'on dise la vérité de ce qu'on fait quand même. Oui. Est-ce qu'on a les compétences au niveau de l'aménagement, etc., de ces infrastructures, de ces futurs réseaux, etc., en France ? Les compétences, on les développe. Les compétences autour du dimensionnement des réseaux, tout ça, on a ces compétences. Et puis, effectivement, il va falloir adapter nos compétences, travailler plus avec des sociologues, voilà, se préparer. Mais comme un peu tous les enjeux autour du changement climatique, oui. On fait face et ça fait partie aussi des choses auxquelles les entreprises de l'eau travaillent. Parce que la communication, elle doit se faire auprès des usagers, mais pas que des quartiers politiques de la ville, aussi des résidences, du logement individuel, etc. Franco Novelli, sur ces compétences-là. Je dirais que pour les collectivités publiques, c'est l'eau potable et l'assainissement, donc on n'en a pas, sauf sur les bâtiments qui leur sont propres, où elles utilisent déjà, par exemple, des eaux. Mais c'est un cadre différemment. Ça se fait déjà, c'est déjà assez développé. À certains endroits, les stations d'épuration peuvent le faire dans le cadre de l'arrêté d'exploitation des stations d'épuration, par exemple. Les unités de traitement d'eau potable, évidemment, aussi l'utilisent. Mais c'est un peu différent. Là, on parle plutôt des usages non domestiques et domestiques qui s'adressent plutôt à des utilisateurs d'eau extérieurs. Mais les collectivités, pour leurs propres bâtiments, enfin les mairies, les écoles, il y a tellement à faire. Et à chaque projet, il me semble que c'est le moment pertinent, à chaque rénovation, parce que la conception de ces systèmes, on doit les intégrer dans le bâti, donc ce n'est pas très évident. Il faut concevoir les systèmes d'exploitation, et donc c'est un projet global qui doit intégrer ces solutions-là, pour qu'elles puissent être pérennes, et ne pas justement pour minimiser les quelques risques qu'il peut y avoir, et qu'on les développe largement. D'accord. Le débat touche à sa fin, parce que ça va très vite, une demi-heure. Est-ce que vous avez une petite chose à ajouter? Oui, juste rappeler d'abord ce que je disais au départ, on ne crée pas de la nouvelle ressource. Donc c'est intéressant, c'est vraiment un enjeu d'avenir pour faire face au changement climatique. On fait avec ce qu'on a. Quoi. Voilà, pour passer les périodes d'étiage, de sécheresse sans risque.
pour l'environnement et pour les personnes. Voilà, ce qui veut dire aussi qu'on doit respecter les milieux quand on met en place ces systèmes-là. Et puis voilà. Vous voulez un mot de conclusion? Oui, non, de conclusion, mais en tout cas, aujourd'hui, dans les collectivités, on s'inquiète aussi du coût de cette eau. On est encore dans l'incertitude, en fait, qui porte ce coût. Est-ce que c'est juste le consommateur, c'est-à-dire celui qui vient remplir son camion, sur les exemples que je donnais? Est-ce que c'est l'usager du service de l'assainissement qui porte l'effort? Est-ce que c'est l'usager du service d'eau potable? Donc là, on est aussi en tâtonnement, et cette question du coût, cette question de qui porte l'infrastructure, de comment on le répercute sur le coût du service, ça nous interroge quand même beaucoup dans les collectivités. D'accord. Anne Ducrest. Et moi, je vais simplement terminer par un mot d'espoir. On a pas mal de solutions techniques, pas mal de solutions technologiques. On voit bien qu'on a des enjeux humains aussi associés. Et donc, voilà, il y a beaucoup de choses à inventer. On a peut-être s'inspirer aussi de ce qu'on vit dans le métier de l'énergie, avec les questions d'effacement, de tarification différentes, etc. Donc voilà, on est prêt à inventer des nouvelles choses, et je pense que l'avenir va être passionnant sur ces sujets en particulier. Merci beaucoup. Merci à nos 3 intervenants. Ce débat est maintenant terminé. Vous pourrez peut-être le continuer en dehors de cette arène. Merci à tous.